Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir évidemment en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une journée historique à double titre, au moins 6 juin 1944, 6 juin 2024, et c'est aujourd'hui que la Banque Centrale Européenne, hasard du calendrier, a décidé d'envoyer sa première baisse de taux dans ce cycle, première baisse de taux depuis 5 ans maintenant. La question étant de savoir, est-ce que cette baisse de taux est une première d'une série de baisses de taux à venir, ou est-ce qu'à ce stade, la BCE considère que cette baisse de taux est une simple baisse de taux assurantielle, comme on avait pu avoir une hausse de taux assurantielle en septembre 2023, avant la pause de 9 mois qui a été installée par la Banque Centrale Européenne. Ce sera évidemment le sujet de discussion à la une avec nos invités de Planète Marché. Dans un instant, vous aurez tous les détails de la communication de la BCE également dans quelques secondes avec Pauline Gratel. Et puis sur le plan macro, la semaine n'est pas terminée puisque nous aurons encore les derniers chiffres en provenance du marché du travail américain. Les investisseurs ont déjà pris connaissance de différentes données depuis le début de la semaine qui confirment l'idée d'une détente ou d'un rééquilibrage du marché de l'emploi aux États-Unis. Est-ce que le rapport mensuel sur l'emploi américain confirmera cette tendance demain? C'est une question qui reste ouverte à ce stade, et là aussi c'est un point de discussion majeur que nous aborderons avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous reviendrons sur le phénomène Nvidia, comment passer à côté du phénomène Nvidia depuis 12-18 mois maintenant, avec un titre qui bat chaque jour des records historiques, au point que Nvidia est peut-être l'entreprise au monde qui a créé le plus de valeur boursière en aussi peu de temps, puisque Nvidia désormais dépasse en termes de capitalisation boursière Apple et commence à faire jeu égal quasiment avec Microsoft qui reste pour l'instant numéro 1. Les anglo-saxons d'ailleurs ont trouvé un terme pour définir cet engouement autour de Nvidia, c'est la Jensanity, la folie autour de Jensen Huang, le patron emblématique de Nvidia. Dans ce quart d'heure thématique, c'est Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec vous, Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Merci d'être là pour confirmer effectivement que la BCE a bel et bien donné le coup d'envoi des baisses de taux en zone euro. Oui, c'est ça. Le scénario d'une baisse de taux aujourd'hui était largement anticipé par le marché. Et ça y est, c'est fait. Christine Lagarde, la présidente de l'institution, annonce une première baisse de 25 points de base des taux. Le taux de facilité de dépôt passe de 4 à 3,75%, le taux de refinancement de 4,50 à 4,25%. Cette première baisse des taux intervient après 18 mois de hausse, puis 9 mois de taux inchangés. On rappelle que l'indice des prix à la consommation a ralenti à 2,6% en mai, après avoir atteint son pic en octobre 2022 à 10,6%. Ce meeting était l'occasion également pour le staff de l'Eurosystème de mettre à jour ses projections économiques. Oui, elles étaient très attendues. Les dernières projections de la Banque Centrale Européenne indiquent une légère révision à la hausse des prévisions pour l'inflation globale et pour l'inflation sous-jacente. En 2024, l'inflation globale devrait s'élever à 2,5% contre 2,3% initialement anticipé, et l'inflation cœur à 2,8%. Il faudra probablement atteindre 2026 pour que l'inflation repasse sous les 2%, à 1,9% précisément pour l'inflation globale et à 2% pour l'inflation sous-jacente. Mais la croissance de la zone euro devrait dans le même temps augmenter légèrement plus que prévu à 0,9% en 2024. Que faut-il retenir des réactions de marché à l'issue de cette communication de la Banque Centrale Européenne et de Christine Lagarde ? Les marchés actions, leurs réactions ont été modérées. Les bourses européennes sont dans le vert après ces nouvelles annonces. Le CAC 40 se maintient au-dessus des 8000 points. On a vu les rendements obligataires progresser avec un rendement du 10 ans allemand autour des 2,56%. Du côté américain, les taux sont stables avec un rendement à 10 ans sous les 4,30%. Côté Wall Street, même si la tendance est assez plate à ce stade après l'ouverture des marchés américains, on note quand même
même que le Nasdaq et le S&P continuent de battre chaque jour des records. C'était le cas à l'ouverture des marchés américains encore cet après-midi. Oui, des records portés par Nvidia qui prenait plus de 5% hier et qui ouvre encore en hausse de 1% aujourd'hui, ce qui lui permet de passer devant Apple et de devenir la deuxième capitalisation mondiale, juste derrière Microsoft, à plus de 3 000 milliards de dollars. Et puis en France, à Paris précisément, Atos fait encore partie des sociétés qui font l'actualité aujourd'hui. Oui, Atos bondit de 10% aujourd'hui à Paris et signe la plus forte hausse du SBF 120. Le groupe veut se donner plus de temps pour choisir entre l'offre de David Layani et celle de Daniel Kretinsky. Ouais, l'horizon a été repoussé jusqu'au 10 juin, je crois. C'est ça, c'est la date qui a été fixée pour prendre une décision sur le dossier Atos. Et puis quelques publications de résultats encore, des résultats annuels même pour l'exercice décalé de Rémi Cointreau. Oui, le groupe fait état d'un exercice compliqué à cause des difficultés en Chine et aux États-Unis. Mais l'entreprise table sur une amélioration pour 2024-2025. Les résultats étaient salués ce matin à l'ouverture avec un rebond de 5%. Qui n'a cessé de s'affaiblir tout au long de la séance. Et puis, je le disais, la semaine ne s'arrête pas ce jeudi pour les marchés. La journée de demain sera importante en termes d'agenda macro. Oui, les investisseurs attendent avec impatience le rapport officiel du département du travail sur l'emploi américain qui, on le rappelle, a montré des signes de détente avec les statistiques publiées tout au long de cette semaine. En zone euro, l'estimation finale du PIB pour le premier trimestre sera publiée. Tendance, mon ami, chaque soir avec Pauline Gratel en ouverture de Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Ombretta Signoret est avec nous, responsable macro et stratégie chez Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Ombretta. Bonsoir. Ravi de vous accueillir autour de cette table aux côtés de Xavier Chapard. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes stratégiste chez LBP AM et Bastien Dreux. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management. Journée historique, donc 6 juin 2024, la Banque Centrale Européenne s'affranchit notamment de la Réserve fédérale américaine pour initier une baisse de taux après 9 mois de pause et 10 hausses de taux consécutives entre 2022 et 2023. Ombretta, quel est le sens que vous donnez à cette baisse de taux de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui ? Alors, déjà, je pense que tout le monde s'attendait à une baisse des taux sans pré-engagement de la part de la BCE pour la suite et avec des décisions futures qui seront prises réunion par réunion. Je dirais que cette prévision-là a été 100% respectée. La raison, c'est évidente, c'est que dans les 2 dernières semaines, il y a eu de la matière pour les faucons. Donc, il y a 2 semaines, une mauvaise surprise sur les négociations salariales. Semaine dernière, une mauvaise surprise sur l'inflation des services. Et les 2 variables clés qui étaient citées à plusieurs reprises par la BCE pour justifier d'entamer en fait le cycle d'assouplissement monétaire. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer à l'opposé. C'est-à-dire que le cycle de désinflation n'est pas remis en cause et la BCE sait très bien qu'il y a des effets de base défavorables en ce milieu de l'année. D'ailleurs, il n'est pas exclu que l'inflation, même l'inflation sous-jacente, puisse augmenter là dans les mois qui viennent, mais pour ensuite refluer vers la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Donc tout ça, on le connaît déjà. Mais il est clair que les données que j'ai citées, négociations salariales et inflation des services, restent élevées. Ça ne permet pas à la BCE d'être confiante pour s'engager sur des baisses graduelles. Mais des baisses graduelles, ça reste toujours raisonnable vu leurs prévisions. L'inflation revient à 2% en 2025 sur la deuxième moitié. Deuxième semestre 2025, c'est 2% prévu par le staff de l'Eurosystème aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ils ont repoussé en fait de la première moitié à la deuxième moitié, mais on a toujours un chemin de désinflation à moyen terme qui est là.
il faut nuancer, je pense, les facteurs techniques, entre guillemets, de court terme. Donc il y aura à nouveau un moment de vérité en septembre. Là, c'est intéressant. On a vu l'Eurosystème mettre à jour les projections de la BCE en relevant notamment les perspectives d'inflation globale ou sous-jacente d'environ 10 à 20 points de base sur l'année prochaine, sur cette année et l'année prochaine. C'est pas impossible que les prévisions, les projections qui seront faites en septembre viennent peut-être retirer cette élévation des projections sur l'inflation qu'on a eue pour ce mois de juin. C'est pas impossible. Il faudra voir. On verra les données. BCE, nous sommes dépendants des données. Évidemment. Évidemment. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que là, et notamment en Allemagne, on l'a vu ça sur les négociations salariales, l'Allemagne, c'est vraiment le pays qui a tiré vers le haut les négociations salariales. Mais avec des effets one-off. Tout le monde a bien conscience qu'il y a un effet one-off important aussi dans la compensation globale en Allemagne. Mais ce qu'il faut aussi se souvenir, c'est qu'il y a plusieurs... Les négociations ne sont pas finies en Allemagne, il y en a plusieurs étalées au cours de l'année. Et comme l'a très bien expliqué Christine Lagarde aujourd'hui, ces négociations-là sont pluriennales, donc 3 ans, et ils prennent en compte le rattrapage de l'inflation passée. Et donc, il se trouve qu'on aura des négociations... Oui, bumpy, comme elle dit. Surtout là, à court terme. Et ça ne sera peut-être que, vu le retard de publication en T4, que finalement, ces données-là indiqueront en fait la baisse, en fait une modération des négociations salariales. Mais, et pourquoi je dis qu'il faut nuancer, on a d'autres indicateurs. La BCE fait des sondages auprès des entreprises. Ces indicateurs-là montrent déjà une certaine modération. On a des indicateurs avancés sur les nouvelles positions en fait, ouvertes. Là aussi, on voit une modération. Mais on sait que c'est long, qu'il faut du temps. Et que la BCE veut voir le smoking gun, elle veut voir l'évidence dans les chiffres de ce que les indicateurs avancés peuvent suggérer aujourd'hui sur les salaires. Vu ce qui s'est passé en 2022, la flambée inflationniste est encore trop récente. Le trauma est encore présent. Voilà. On a bien compris effectivement ce point-là. D'ailleurs, on notera qu'au sein du Conseil des gouverneurs et des membres du board, ils sont 26. Ça a été une unanimité quasi parfaite, à l'exception d'un membre du Conseil des gouverneurs qui, visiblement, n'a pas jugé qu'il était bon de baisser les taux à l'occasion de cette réunion du mois de juin. Xavier, est-ce que c'est juste une baisse de taux assurantiel, je le disais, symétrique à la hausse de taux assurantiel qu'on nous avait vendue en septembre 2023, pour être sûr qu'on allait bien venir à bout de l'inflation, ou est-ce que c'est quand même un peu plus ? Alors, si on regarde juste ce qui a été dit aujourd'hui par Lagarde et le communiqué, on pourrait croire que c'est qu'une baisse assurantielle. Cela dit, moi, je pense que c'est quand même plus que ça. Et d'ailleurs, Lagarde a dit que c'était très probable qu'on soit dans un cycle de baisse, même s'il sera progressif, lent, data dépendante et tout ce qu'on veut. Ouais. Je pense quand même. Pourquoi ? En fait, la BCE, c'était très compliqué pour elle aujourd'hui. Elle a eu 2 chiffres très défavorables dernièrement, alors qu'elle s'était engagée à baisser les taux. Et donc, je pense que pour négocier entre les Dove et les Hawks, il y a eu... il faut faire la baisse de taux là, mais du coup, ils ont eu très peur d'envoyer un signal trop accommodant, et donc c'est pour ça qu'ils ont retiré tous les biais vers des baisses de taux dans le communiqué, que Lagarde a refusé de dire qu'on était déjà dans un cycle de baisse de taux, tout ça. Mais je pense que si on a des données pas trop défavorables d'ici septembre, ça permettra à la BCE de continuer le cycle de baisse de taux une fois par trimestre. On reste dans un schéma, même avec des projections, et peut-être d'ailleurs grâce à des projections d'inflation un peu relevées, on reste dans un schéma où ne pas baisser les taux pour la Banque Centrale Européenne, à l'occasion du prochain meeting trimestriel par exemple, ne pas baisser les taux, la barre est haute. Pour ne pas continuer de baisser les taux, malgré, encore une fois, ces petits bumps sur la route qu'on peut avoir. C'est ça, avec tout ce qu'a dit Lagarde aujourd'hui, les bumps sur la route, le fait qu'ils aient révisé à la hausse, mais pour le court terme, ils continuent à être très confiants sur le fait qu'on va vers les 2% l'année prochaine, ce qui me paraît raisonnable. Voilà, évidemment, on peut encore avoir des énormes surprises. C'est vrai que les 2 derniers chiffres étaient quand même assez surprenants.
mais pour l'instant, ça ne remet pas en cause, et elle l'a dit aussi, que la tendance à la désinflation n'était pas en cause. Et quelque chose qui est très important pour les marchés notamment, c'est qu'elle a dit que le taux était encore très au-dessus du taux d'équilibre. On le sait tous, mais c'est quand même rassurant. Ça veut dire que même pour la BCE, il y a de la marge pour baisser les taux sans être très accommodant. Oui. Avant de faire une erreur sérieuse de politique monétaire dans ce mouvement de recalibration, il y a un peu de marge. Voilà, elle peut encore baisser un peu sans être déjà à l'équilibre. Je crois que Villeroy de Galhau nous a donné un ordre de grandeur, 150, 200 BP de marge par rapport à ce qu'ils peuvent estimer être le taux réel neutre aujourd'hui. Bastien, vos commentaires sur cette communication de la BCE, ce premier mouvement initié, ce qu'il implique pour la suite, et puis on viendra un peu aussi dans le jeu de la comparaison par rapport à ce que la Fed pourrait faire désormais c'est difficile sur 2024. C'est difficile d'ajouter quelque chose d'intéressant par rapport à ce qu'on vient de faire, mais peut-être dans les petites choses qu'on n'a pas dites, c'est repréciser le fait que si l'inflation sous-jacente est remontée en mai, c'est aussi très probablement pour des phénomènes un peu techniques, pour des effets de base qui ne remettent pas du tout du coup en cause la désinflation. Notamment, on a le forfait transport en Allemagne qui est sorti du glissement annuel pour l'inflation allemande. Puis on a aussi cette fameuse histoire du forfait vacances qui dépend complètement du positionnement de PAX en avril et en mai, et qui probablement va sortir du chiffre dès le mois de juin. Donc déjà, on peut repréciser que la petite remontée qu'on a eue de l'inflation sous-jacente après 9 mois de baisse, ça fait 9 mois de baisse consécutive de l'inflation sous-jacente, c'est probablement comme un bump, comme le disait Christine Lagarde, et que ça ne remet pas du tout en cause la désinflation. Après, pour essayer d'ajouter quelque chose, dans les prévisions d'inflation, j'essaie de les regarder donc, dans le petit communiqué qui est publié quand même 1 heure après la conférence de presse. Oui. Et donc, ce qui je ne comprends pas ce qui se passe entre le moment où il publie le communiqué de la décision de politique monétaire et le moment où il y a toutes les assumptions, les évaluations et les hypothèses de leurs projections. Et du coup, ça empêche les journalistes de poser des questions, vraiment de dire là vous faites ça et là vous faites ça. C'est quand même un peu dommage. Voilà, c'est comme ça. Donc quand on regarde bien, pour l'inflation totale, il y a quand même, ils font référence au futur de l'énergie donc du 15 mai, et depuis le 15 mai, le prix du pétrole... Donc c'est la date où ils ont bloqué les hypothèses, c'est ça ? Et depuis le 15 mai, le prix du pétrole a quand même pas mal baissé, donc il y a déjà une bonne partie de l'inflation de l'énergie qu'on peut enlever en fait, qui n'a pas trop lieu d'être. Et après, ce qui est intéressant sur l'inflation sous-jacente, pourquoi ils ont remonté la prévision d'inflation sous-jacente, vraisemblablement c'est quand même très lié au marché du travail. Et dans les chiffres qu'on n'a pas cités, donc je suis d'accord avec vous, mais peut-être le seul truc que je pourrais ajouter, c'est le marché du travail qui continue de s'améliorer. Le taux de chômage a continué à baisser. Et là, sur tout le chemin de taux de chômage qu'ils mettent là, sur les trimestres à venir, il a encore baissé. On est déjà au plus bas depuis la création de la zone euro. Et, si 6,4%. Si on faisait des séries synthétiques, on serait au plus bas depuis au moins le début des années 90. Et c'est aussi ça qui leur a fait remonter la prévision de salaire pour 2024. Et c'est ça qui fait qu'ils remontent leur prévision d'inflation sous-jacente, et qu'aujourd'hui, elle était un peu plus mal à l'aise sur l'évolution de l'inflation sous-jacente. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de péril en la demeure, et que le cycle, la phase de désinflation va continuer, ce qui permettra à la BCE de baisser ses taux un peu plus tard dans l'année, quoi. Ouais. C'est ça que j'aurais pu ajouter. Et un peu plus tard, donc, l'idée consensuelle, c'est maintenant un rythme trimestriel à partir d'aujourd'hui, de ce 6 juin, donc c'est septembre, décembre. Le risque, c'est plutôt que la BCE, à un moment, doive accélérer ce rythme-là, au cours de 2025. On pense qu'il y a au moins 3 baisses de taux cette année de la BCE, donc il y a au moins ce qu'on vient de dire, une par trimestre avec juin, septembre, décembre, ça c'est déjà fait. Mais aussi, on maîtrise assez mal finalement la poursuite, le chemin finalement de l'inflation sous-jacente sur la deuxième partie de l'année, et il y a quand même tout un tas d'autres effets de base qui peuvent sortir, cette fois-ci plus favorables, qui peuvent sortir des chiffres d'inflation, et voilà, qui peuvent donc rendre encore des indices d'inflation plus résilients, plus persistants. Non, je pense que ça peut justement décélérer, accélérer, un peu plus vite que ce qui est que les projections de la BCE sont affichées actuellement, parce que quand on regarde la prévision d'inflation sous-jacente, c'est donc 2,8 pour 2024.
On est à 2,9, en avril on était à 2,7, donc ça indique que, grosso modo, il ne va plus rien se passer de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de changements de l'inflation sous-jacente sur le reste de l'année. Ombretta, qu'est-ce que ça change d'avoir là une première baisse qui sera sans doute suivie d'autres. Enfin, on l'imagine tous comme ça aujourd'hui, même si la communication officielle de Christine Lagarde ne peut pas le garantir. Qu'est-ce que ça change pour la zone euro, pour le profil conjoncturel de la zone euro, pour des marchés importants comme l'immobilier, la devise par exemple, etc. Ça change aussi pour les actions, les marchés actions, parce que une des raisons en fait pour lesquelles les marchés actions continuent à progresser, on va dire, depuis le début de l'année, c'est aussi parce qu'ils intègrent un assouplissement monétaire à venir de la part des banques centrales. Alors c'est pas seulement la BCE, c'est aussi la Fed qui compte beaucoup, mais donc c'est indispensable pour certaines classes d'actifs dans les marchés actions. Et non seulement l'immobilier, qui est un des secteurs, on va dire, plus impactés directement par les taux directeurs. Sur la devise, je ne crois pas que le différentiel de taux de politique monétaire entre Fed et BCE soit suffisamment large en ce moment pour justifier une tendance baissière ou haussière nette de la devise, de la parité euro-dollar. Je pense que ça interviendrait seulement si on prenait en considération deux scénarios alternatifs complètement opposés. Soit, disons, une Fed qui ne baisse pas du tout les taux, mais alors ça veut dire que ça remettrait complètement en cause la désinflation. Et à ce moment-là, je ne pense pas uniquement à la désinflation aux États-Unis, mais au niveau mondial, en Europe, on va dire. Il y aurait quelque chose de nouveau au niveau mondial qui viendrait changer complètement, renverser cette trajectoire de désinflation globale. Ouais. Ou alors le scénario complètement opposé, qu'on ne peut pas écarter non plus à 100%, qui est celui d'un atterrissage pas en douceur, mais difficile, on va dire, de l'économie américaine, qui alors ferait remonter, on va dire, la valeur refuge du dollar. J'ai plutôt donc un avis plutôt neutre en fait sur la parité. Et si je peux ajouter quelque chose, je pense que sur le débat de politique monétaire, ce qui va être important, notamment pour les obligations, c'est aussi non seulement est-ce que la BCE baissera 2 ou 3 fois les taux cette année, mais surtout qu'est-ce qu'elle va faire l'année prochaine. Et là, je pense qu'on voit déjà qu'une des variables clés, ça va être le taux neutre. Et Isabelle Schnabel nous a très clairement dit dans un discours récent qu'ils n'ont pas encore commencé ce débat-là. D'ailleurs, Lagarde a un peu évité de répondre à la question directe. On vient de commencer, on ne peut pas vous dire où est-ce qu'on va arriver, quoi. Oui. Mais c'est compréhensible, parce que c'est un facteur, c'est une variable qui est inobservable. C'est quand même bien d'y réfléchir au moment où on entame un cycle, quand même, j'imagine. Donc forcément, ils doivent y réfléchir. Et puis l'incertitude est extrêmement élevée quand on fait référence au modèle, et elle est encore... si je peux synthétiser, 2 fois plus élevé en Europe qu'aux États-Unis quand on regarde les modèles. Donc, nous, en interne, on a essayé de regarder un peu tout ce qui est disponible. L'intervalle de confiance, quand on veut mesurer le taux réel neutre en zone euro, est 2 fois plus large en zone euro que... D'accord, c'est très clair. Donc, et quand on fait référence, on regarde l'intervalle qu'il y a en ce moment, on est entre, on va dire... 1,5 et 2,5%, si je réduis un peu la fourchette. Et quand on se projette, on va dire, horizon 10 ans, on est entre 2 et 3%. Donc, vous voyez quand même qu'on est large. Et là-dessus, je suis sûre que le débat va s'accentuer, en fait, au sein du Conseil des gouverneurs. Et ce débat, il plaide, en tout cas pour l'instant, pour quelque chose de très progressif dans les baisses de taux. Enfin, je veux dire, quand le Conseil est réuni au-delà des arguments sur les salaires, etc. Ce tâtonnement, c'est une vraie volonté aussi du Conseil Là, en fait, je pense pas... Il n'y a pas eu de débat sur cette variable-là, parce qu'on est dans... Comme Bastien vient de le dire, en fait, la politique monétaire est très restrictif en ce moment. Donc, on est loin du taux neutre. Mais quand il va s'agir de déterminer combien de baisses on doit se rapprocher de la neutralité, c'est là où cette variable-là
On a Et quand de même terminer 100-150 BP de marge de manœuvre Oui. sans qu'on soit obligé de se poser des questions à s'arracher les cheveux C'est ça. pour l'instant. Ok. Bon, sur ces questions de taux neutre et puis de degré de divergence aussi entre la Fed et la BCE. Alors, c'est vrai sur les modèles. Après, pour qu'il y a une plus grande incertitude en Europe qu'aux US. Juste on rappelle, taux neutre réel, c'est le taux qui non permet de frictionnel, stabiliser. Voilà. sans friction pour l'économie. L'économie accélère pas, voilà. ralentit pas, l'inflation Voilà. accélère pas, ralentit pas. On est tout à l'équilibre, Donc, donc c'est quelque chose qu'on voit jamais, mais on essaie. C'est voilà. Enfin, on le sait après quoi. Et le problème, c'est que les banquiers centraux, ils veulent pas dire le chiffre parce qu'on ne sait pas. En fait, c'est quelque chose d'inobservable, donc il faut essayer d'estimer. Le seul problème, c'est qu'en vrai, il faut, comme tu disais, il faut en avoir un en tête. Parce que faut bien savoir si aujourd'hui on est restrictif un cap. ou pas. Donc il faut un cap, exactement. Donc eux, ils en ont un en tête. Donc ce que je disais, c'est voilà, si on regarde les modèles macro, tout ça, qui estiment les taux neutres, il y a une plus grande incertitude en Europe qu'aux US. Mais ces modèles, il faut voir qu'ils sont principalement développés par des économistes américains, des différentes fêtes locales notamment. Ouais, ça crée un biais. Et donc c'est plus précis pour les US que pour l'Europe. Et puis ils ont un historique beaucoup plus long. Important. Que ce qu'on a pour la zone euro. En vrai, je dis ça parce que je pense que l'incertitude, en fait, elle est beaucoup moins forte en Europe qu'aux US. Sur le niveau du taux auquel on va atterrir. Et notamment, quelque chose dont tu parles souvent, c'est la politique budgétaire. Vu ce qui se passe dans la politique budgétaire aux États-Unis, il y a une grande incertitude de à quel point ça rajoute de la demande et du coup à quel point la Fed doit contrebalancer ça. Et donc ça rentre dans le calcul du taux neutre. Si vous avez un déficit budgétaire beaucoup plus gros, ça veut dire que la Fed doit maintenir durablement des taux plus élevés. Ah mais Voilà. j'entends très bien. Alors qu'en Europe, très bien. alors, à cause ou grâce, on pourra en discuter longtemps, des règles budgétaires et de tout ça, au final, si je prends la zone euro dans son ensemble, la situation budgétaire est plutôt saine. Je veux dire, dans son ensemble. Hein. Il y a quelques pays, évidemment, qu'on pourrait pointer du doigt. Mais regarde, il y a des estimations du FMI là, qui ont été faites. On a retrouvé des excédents. en avril. Mais bien sûr. Il montre que le resserrement budgétaire qui est pour la zone euro globale, qui est planifié pour les 3 prochaines années, il permet de stabiliser la dette et tout ça. Même avec la hausse des taux. Donc ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Non. Ce qui n'est pas du tout le cas si je regarde la France toute seule. D'accord. Mais au niveau de la zone... Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le niveau de taux d'équilibre... Il n'a pas bougé. Il est sûrement plus élevé que par le passé, mais on est quand même assez tous d'accord qu'il est entre 2 et 2,5. D'accord. Ok. Alors qu'aux États-Unis, franchement, je ne mettrais pas ma main à couper entre 2,5 et 3,5. Oui, 4. 3,5, 4. Suivant la politique budgétaire, suivant plein de choses. Ah ouais, bien sûr. Donc c'est plutôt favorable, et je trouve, et c'est pour ça aussi nous on préfère les actifs européens, parce que je trouve qu'il y a moins d'incertitude aujourd'hui sur la dynamique conjoncturelle des États-Unis. On en parlait sur le risque de ralentissement plus fort, sur l'inflation et la surchauffe, et sur le taux d'équilibre au final. Il y a quand même moins d'incertitude, donc moins de risque de volatilité, donc ça plaide effectivement pour un cas d'investissement en Europe un peu renforcé de ce point de vue-là. Exactement. Ouais, j'entends. Bon, sur la question des policy mix, US euro, est-ce que ça fait partie effectivement aussi de la divergence qui se matérialise quand même? Et puis, je veux bien qu'on dise un mot spécifique de la Fed, parce que oui, on a noté qu'en zone euro, le dernier print d'inflation n'était pas très très bon. Le dernier print d'inflation aux États-Unis, il a plutôt un peu rassuré après des mauvais rapports. Oui. Et puis surtout, il y a tout ce qui se passe sur le marché du travail américain que vous observez, d'ailleurs, donnée après donnée, Bastien. Donc, pour la partie inflation, donc il y a eu une année 2023 qui a été merveilleuse, avec une inflation qui sortait toujours comme attendu ou plus bas qu'attendu. Oui. Et les 4 premiers rapports de l'année 2024 ont été désastreux, c'est-à-dire tous au-dessus des attentes, sauf donc le dernier, là, le 5e, qui est sorti en ligne avec les attentes, donc qui a un petit peu rassuré. Ce qui nous fait un corps PCE, donc l'inflation sous-jacente que suit le plus la Fed, à 2,8. Bon, ça jouait à on aurait pu être à 2,7. C'était tout proche, c'était à 2,7. C'était le 3e chiffre après la virgule. Bon, voilà, c'est la vie. Bon, on en est là. On en est là. Et justement, ce que disait Christopher Waller, là, le membre du board, là, dans l'un de ses discours, c'est j'ai envie que la désinflation soit tellement forte qu'on arrête de regarder le 3e chiffre après la virgule. Parce que là, on ne fait que regarder ça et c'est un peu ridicule, c'est un peu grotesque, quoi. On perd un peu tout le monde, quoi. Effectivement. Mais bon, voilà. Donc là, on a une inflation qui est en train de se rapprocher tout doucement, malgré tout, de la cible de la Fed. C'est encore trop élevé pour que la Fed se dise allez, c'est bon, on y va. C'est pas assez élevé pour qu'ils remontent les taux directeurs. Et en gros, on commence à être dans les zones d'inflation
où finalement on peut commencer à regarder beaucoup plus le marché du travail. Et c'est ce qu'il avait dit notamment lors du dernier FOMC. Et ce qu'il avait dit, c'était que s'il y avait une dégradation inattendue du marché du travail, ça pourrait précipiter des baisses de taux. Donc là, je ne pense pas qu'on soit encore complètement là-dedans, à voir demain avec le Job Report. Mais toutes les données qu'on a déjà, par exemple, cette semaine, on a les dernières données du mois d'avril, donc avec les ouvertures de postes, là, ça tombe de façon quand même très verticale. On a le nombre de postes ouverts par chômeur qui est tombé à 1,2, donc on revient au niveau qu'on avait en 2018-2019. Pré-Covid. Oui, Covid. Bien sûr. Donc ce qui n'est pas un mauvais chiffre, franchement, par rapport aux 20 dernières années, franchement, c'est pas mal. En revanche, la direction, elle est très verticale. Ça ralentit quand même très rapidement. On avait vu ça sur les salaires, puis on commence à le voir aussi sur les créations d'emplois, notamment l'ADP qui s'était sortie hier, donc qui commence à ralentir un peu plus. Et on commence à arriver dans les zones où la Fed peut commencer à se poser des questions. On n'a pas du tout une catastrophe sur le marché du travail, mais il n'y a pas forcément un ralentissement qui est très maîtrisé. Le marché du travail, c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser facilement. Et ils peuvent commencer à penser que la vitesse de dégradation est suffisante pour éventuellement baisser les taux d'occupation. Ça va se ressentir la semaine prochaine, au moins dans la communication de l'emploi. Je pense que modulo évidemment le rapport qu'on aura demain, mais exactement, quand même il y a aussi une série de chiffres à côté qui vont dans ce sens-là. Oui, je pense qu'on devrait commencer à en parler. Là, ils avaient sur les derniers mois de toute façon pas envie de baisser les taux. Donc, pas envie d'amener de la nuance dans l'évaluation économique, commencer à parler des révisions des créations d'emplois, des trucs comme ça. Ils ne voulaient pas aller dans des petits détails. Là, maintenant, on sent qu'on commence à arriver dans la zone où ils commencent à regarder les petits détails. Lors du dernier FOMC, Jérôme Powell qui parle de la composante emploi de l'ISM Service, la composante emploi de PMI, la composante emploi de l'ISM manufacturier. D'habitude, il n'en parle jamais, quoi. Et donc là, on voit qu'il commence à amener un peu de nuance, finalement, dans son évaluation du marché du travail. Et donc ça montre que l'évolution du marché du travail va leur faire baisser les taux à un moment donné. Là. Et comme vous le disiez, Ombretta, le degré de divergence, d'écart d'anticipation de politique monétaire, il s'est quand même un peu resserré entre la Fed et la Banque Centrale Européenne, là. Oui, les marchés, encore il y a un mois à peu près, vous voyez un fort décalage entre Fed et BCE. Là, il se trouve que depuis 2 ou 3 semaines, on a en fait un croisement des chemins. D'un point de vue conjoncturel, on a des données plutôt décevantes ou en dessous des attentes aux États-Unis. C'est le contraire en zone euro. Et c'est la même chose pour l'inflation. Donc, on ne peut pas dire que l'inflation a surpris à la baisse, mais elle était en ligne avec les attentes aux États-Unis. Et non, elle a surpris à la hausse en zone euro. Donc, c'est pour ça que les marchés changent aussi d'opinion, réajustent les anticipations. Maintenant, moi, je trouve que... oui, Powell a ajouté cette nuance sur le marché du travail pour justifier les décisions futures de politique monétaire, mais je trouve que la donnée d'avril ne suffit pas du tout pour donner de la confiance à la Après Fed. 3 ou 4 rapports décevants, il en faut plus qu'un seul rapport pour restaurer cette confiance perdue. C'est un petit pas dans la bonne direction, mais vous pouvez tracer différents scénarios possibles. Si on a tous les mois 0,2% sur l'inflation, vous avez une inflation à peu près stable d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça suffit pour la Fed ? Peut-être pas, si on n'a pas un signal de faiblesse qui arrive sur le marché du travail. C'est ça, pour l'instant. Comment tu regardes l'équation, effectivement, pour la Fed, Parce Xavier, que pour l'instant, si on regarde l'inflation sous-jacente ciblée par la Fed, on stagne à 3%. Ou juste en dessous de 3%. Là, ça veut dire aussi que la Fed, la semaine prochaine, elle va devoir réviser à la hausse sa prévision d'inflation pour cette année. Donc, dans ce cadre-là, est-ce qu'ils vont faire les équilibristes comme la BCE aujourd'hui ? La BCE a baissé ses taux en relevant ses prévisions d'inflation. C'est toujours possible, mais je pense qu'à moins d'avoir vraiment une grosse déception sur le chiffre d'emploi demain ou une grosse surprise, parce qu'on a aussi le chiffre d'inflation la semaine prochaine, avant la Fed aux États-Unis. Donc, il faudrait vraiment des énormes surprises pour les... Je crois que c'est le même jour, d'ailleurs. Préannonce. C'est pendant le meeting de la Fed. Ils ont le CPI, c'est le premier jour. C'est le mardi. Et la communication est le mercredi, oui. D'accord, ok. Mais
donc ils auront le chiffre. Donc c'est aussi quelque chose qui peut un peu faire bouger. Mais je suis d'accord, je pense que c'est trop tôt pour la Fed pour vraiment changer de discours. Par contre, les marchés peuvent être rassurés par une Fed qui dit et qui prévoit dans les dot plots quand même des baisses de taux d'ici la fin de l'année. Ouais. Et donc comment ça peut se passer? Parce que après, à partir de quand on rentre dans un calendrier trop politique pour la Fed, ou en tout cas dont la Fed aimerait bien ne pas être trop présente, quoi. Est-ce que ça veut dire, bon, la semaine prochaine, il n'y aura pas de baisse de taux? Est-ce que juillet peut être une option? Est-ce que septembre, à 15 jours, 3 semaines des élections, ce serait le bon moment de le faire? Ou est-ce qu'il faut de toute façon à un moment se dire que ça ne pourra se faire ensuite, que le premier mouvement en tout cas ne pourra se faire qu'après les élections? Je ne crois pas que la Fed va être vraiment bloquée par les élections. D'accord. Nous, notre scénario, c'est une première baisse en septembre et une deuxième en décembre. D'accord. Je pense si les données le justifient, la Fed n'aura pas de problème à initier son mouvement à ce moment-là. D'accord. Historiquement, les élections n'ont pas beaucoup joué. Ouais. Je pense que la politique, ça va être beaucoup plus embêtant pour la Fed l'année prochaine. C'est ça. Suivant qui est élu, parce que là, il va y avoir des interférences. Et puis la politique budgétaire qui risque aussi de ne pas aller dans le bon sens. Ouais. Donc les craintes pour la Fed, pour nous, c'est surtout l'année prochaine. Qu'est-ce qu'elle pourra faire? Et les scénarios, là, il est très large, en fait. Ouais. Entre une Fed qui ne peut plus baisser ses taux parce qu'on aurait des promesses électorales qui sont mises en œuvre et qui sont très inflationnistes. Et c'est de part et d'autre, ou c'est plus Trump que Biden de ce point de vue-là? C'est plus Trump que Biden. Plus que Trump que Biden. Ouais. Powell, il a quand même montré en 2019 qu'il n'avait pas peur de Trump, quoi. Je rappelle quand même que Trump avait tweeté qu'il posait la question: qui est le plus grand ennemi des États-Unis? Est-ce que c'était la Chine ou est-ce que c'était Jérôme Powell? Terrible. Il avait quand même posé cette question sur Twitter et il s'était jamais démonté, il s'était jamais couché, il avait toujours il était resté droit dans ses bottes et il avait mené la politique qu'il voulait mener. Et il y avait quand même un moment où Trump réclamait que la Fed mette des taux négatifs comme la BCE, alors que légalement... Il était jaloux des taux négatifs en zone euro. Et il réclamait ça. Et bon, voilà. Et moi, c'est ce que je comprends. Structurellement, il est quand même plutôt baissier taux. Il vient Trump vient de l'immobilier. C'est quand même ce qu'il va demander à Powell s'il est élu. Il faut baisser les taux, il faut nous mettre les taux accommodants, quoi. Sauf que s'il gagnait vraiment, c'est pas forcément ça qui se passerait, parce que je pense qu'une présidence Trump, ça serait très inflationniste. Donc après, évidemment... Ça perturberait considérablement la conduite de la politique monétaire telle qu'on l'imagine aujourd'hui moi, je pense que ça change pas mal de choses, parce qu'il y a eu des estimations qui ont été faites sur l'impact économique des hausses de droits de douane dont il parle, c'est-à-dire les 60 points sur les importations chinoises et les 10 points sur toutes les importations. Alors 10 points, ça paraît pas beaucoup, mais les importations en points de PIB, c'est quand même super important, quoi. Donc l'impact, le chiffrage, c'était que l'impact économique serait 4 fois plus fort que les hausses de droits de douane qu'il y avait pu y avoir en 2018-2019. Donc c'est quand même important, et on peut imaginer, moi je pense que s'il y avait ces hausses de droits de douane, il y aura un effet sur le dollar qui serait monumental, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'était passé en 2018-2019 quand il y avait eu les hausses de droits de douane de Trump? Il y avait eu plutôt des dévaluations, dépréciations du renminbi qui avait fait très fortement monter le trade weighted dollar. Ça, c'est quelque chose qui serait très négatif pour les marchés actions, et qui serait plutôt, tout ça serait plutôt... Ce serait une ambiance un peu stagflationniste quand même. Oui, exactement. Plus ses projets sur l'immigration. Alors là, après, ce qu'il veut faire, est-ce qu'il va faire ce qu'il dit, est-ce qu'il va faire ce qu'il dit, le quart de ce qu'il dit, ou rien du tout ce qu'il dit, bon, ça, on n'en sait rien. On verra. Des pays comme l'Italie ou le Brexit, qui ont connu leur moment populiste, je veux dire, de ce point de vue-là, ils ont vite compris que sans immigration, le système tenait pas, quoi. Et là, quand il parle de ramener chez eux 20 millions de personnes en situation irrégulière, je pense que ça ferait des petits trous sur le marché du travail, et que les pénuries de manœuvre feraient qu'il y aurait beaucoup d'inflation, quoi. Oui. Bon, je ne sais pas, le risque Trump... Est-ce que la BCE, en initiant ce mouvement, c'est aussi une manière indirecte de se couvrir contre un risque Trump qui pourrait, je ne sais pas, rebattre les cartes, relancer l'idée inflationniste ou stagflationniste aux États-Unis? Non, mais je ne dis pas que c'était l'objectif de cette baisse de taux, mais est-ce que, par voie de conséquence, ça permet quand même aussi de se dire, voilà, on a initié le mouvement et... On verra ce qui se passe le 5 novembre aux États-Unis, mais nous, on est déjà parti dans quelque chose qui nous convient, quoi. Non, je pense que la BCE a regardé sa conjoncture économique. Elle n'a pas ce genre d'arrière-pensée quand elle prend sa décision. Mais d'ailleurs, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que Powell non plus n'a pas l'intérêt
non seulement pour les États-Unis, mais pour lui-même et pour sa réputation de penser aux élections quand il s'agit de prendre une décision de politique monétaire. Pour l'instant, il a fait un travail que aucun autre gouverneur a réussi à faire. S'il arrive à atteindre quelle est la part de chance, quelle est la responsabilité de la Fed, mais en tout cas, il est à la tête d'une Fed qui, pour l'instant, pilote quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est pour ça que nous pensons que si on n'a pas de mauvaise surprise sur l'inflation, septembre est probablement la date plus probable pour avoir la première baisse des taux. Alors, par contre, novembre, je ne sais pas, parce que je pense que 6-7 novembre, c'est le lendemain. Bon, est-ce qu'on aura les résultats définitifs alors là, je pense que les promesses des candidats, etc. Voilà. Mais septembre, c'est 17-18 septembre. Bon, c'est 3 semaines avant, quoi. Et puis, on verra en fonction du résultat des élections si ça va chambouler ou pas le scénario économique, parce que effectivement, je pense qu'il n'est pas seulement question de voir qui sera le président élu, mais aussi le résultat du Congrès. Bien sûr. Alors, pour certains sujets, comme sur les tarifs, c'est pas important parce que c'est le président qui va déterminer quel tarif mettre. Mais pour d'autres sujets, comme l'immigration, c'est le vote de Congrès qui compte. Et pour d'autres aussi, comme la politique budgétaire. On n'aurait pas eu de Inflation Reduction Act si le Congrès était divisé. Donc c'est aussi ça qu'il faudra regarder. Et sur la politique budgétaire, oui, effectivement, Trump est un peu plus laxiste, si on peut utiliser ce mot, peut-être pas le plus propre. Mais Biden, dans tous les cas... En termes de niveau de déficit, j'ai pas l'impression que Trump... Alors, chacun a sa méthode, il y a des baisses d'impôts ou des chèques ou de la dépense de l'autre. Mais en termes de déficit à l'arrivée, c'est pas un écart... Il y a des études qui montrent que ce soit les démocrates ou les républicains, en fait, il n'y a pas les mêmes règles budgétaires qui sont imposées en Europe. Donc, à un moment ou à l'autre, c'est un sujet qu'il faudra regarder, mais il y a quelque chose dont il faut tenir compte. Toutes les mesures de santé, en fait, qui rentrent dans le Medicare, Medi-Act, en fait, seront remis en cause dans quelques années si quelque chose n'est pas fait à ce niveau-là. D'accord. Ça pourrait être quelque chose qui va réveiller en fait les Américains sur la politique budgétaire. Pas immédiatement, d'ici quelques années. Non, mais est-ce qu'un Biden aussi n'aurait pas quand même la volonté d'envoyer un signal sur la capacité qu'il aurait, s'il était réélu, à maîtriser, à contrôler la trajectoire de déficit et d'endettement aux États-Unis dans le cadre d'un second mandat. Alors, je pense question que je pose. C'est pas sa priorité, ça c'est sûr. Il est à la politique industrielle, les dépenses, l'Inflation Reduction Act et tout ça. Cela dit, il faut quand même dire qu'il est un peu plus orthodoxe que Trump, même d'un point de vue budgétaire. C'est pour ça que lui, il est pour... Traditionnellement, on estime que c'est les républicains qui sont les orthodoxes budgétaires, mais là, dans ce cadre-là... Ça fait une trentaine d'années que c'est pas vrai. D'accord. C'est que les républicains baissent les taxes et les démocrates essayent à peu près, en montant un peu les taxes sur les riches et les entreprises... Là où il y a de la marge, de rééquilibrer un petit peu. C'est Clinton, le dernier, qui avait sorti des budgets à l'équilibre. Après des années d'efforts. On n'en est pas là du tout. Je ne pense pas que Biden fera des gros efforts budgétaires, mais c'est quand même un peu plus équilibré ce que propose Biden. Et en plus, il a théorisé le fait qu'il fallait, en gros, il valait mieux faire des gros déficits dans son premier mandat pour éviter le retour d'un Trump qui, selon lui, pose un risque sur la démocratie plus important que sur l'économie. Le pari politique des Bidenomics, quoi. Voilà. It's the economy stupid à la fin, et c'est bon. Exactement. Et les sondages ne donnent pas forcément raison à cette stratégie à ce stade. On ne pense pas que ça ait beaucoup marché, mais bon, il l'a essayé. Dans un deuxième mandat, a priori, il aurait moins de raisons d'utiliser ça. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus orthodoxe, quoi. Et par contre, le risque Trump, sur la BCE, c'est plutôt un risque haussier-taux, en fait. C'est un peu ce que disait Lagarde. Les risques sur l'inflation, c'est aussi les tensions géopolitiques, des chocs au niveau global et des droits de douane qui seraient aussi, parce qu'on serait obligé d'y répondre, et donc forcément, ça serait aussi inflationniste pour la zone euro. Bon, rendez-vous donc le 12 juin pour la communication de la Réserve fédérale américaine, mercredi prochain. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Ombretta Signori, responsable macro
macro et stratégie chez Ophi Invest Asset Management, Xavier Chapard, stratégiste chez LBPM, et Bastien Dreux, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Alors, le thème ce soir, j'ai repris ce mot anglo-saxon qui entre dans le vocabulaire de 2024. Gensanity, c'est la folie autour de Jensen Huang, le fondateur de Nvidia. On voit que Nvidia est devenu évidemment l'emblème de cette technologie dopée à l'IA qui bat des records chaque jour. C'est le cas encore aujourd'hui. On en parle avec vous, Jean-Pierre Petit, à mes côtés en plateau, président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Grégoire. Il y a la conversation permanente autour des politiques monétaires. C'est un driver important pour les marchés. Mais il y a aussi tout ce qui se passe autour de la tech et de l'IA. Nvidia, je le disais, bat des records chaque jour. Comment vous regardez ce secteur de la tech, cet engouement autour de l'IA après 12, 18 mois bien tassés effectivement de folie? Est-ce que c'est déjà trop vertigineux pour quelqu'un qui essaye de réfléchir un peu froidement, cliniquement au sujet? Ou est-ce qu'on peut encore rester constructif en rationalisant encore un peu ce qui se passe, notamment en termes de dynamique boursière et de création de valeur? Je pense que Nvidia, de ce point de vue-là, restera un exemple rare, peut-être unique dans l'histoire. Eh bien, je prends la deuxième option. Ouais. Voilà, les choses sont très claires. Nous, on surpondère la tech encore. On avait arrêté au début de février, jusqu'au début du mois de mai. Et on n'a pas eu tort parce que la tech, à ce moment-là, a même un petit peu sous-performé le SP500. Ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé. Puis là, c'est reparti, avec les résultats, en fait, fondamentalement. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, les 7 magnifiques, c'est à peu près 60% de l'indice. Hein, voilà. Donc, mais pour nous, il y a quand même un momentum de révision bénéficiaire tout à fait favorable et basé sur du concret. Parce que quand on regarde les révisions bénéficiaires de la tech et du reste du marché, il n'y a pas... Il n'y a pas photo? Il n'y a pas photo. Ouais. Les attentes de BPA ne sont pas complètement folles. C'est du 18-19, mais beaucoup poussé par Nvidia. Ouais. Voilà. Et alors, maintenant, la tech, c'est tellement gros aux États-Unis, c'est plus de 30% de l'indice du SP500, qu'il faut faire des distinctions, en fait. Parce que, en fait, ce qui a bien marché, c'est les semi-conducteurs, oui. Nvidia. Enfin, et encore, d'ailleurs, pas tous les semi-conducteurs, parce que Intel est en baisse. Ouais. Voilà. Dans tout ce qui est médias, services Internet, c'est pas mal. Hein, voilà, Meta, Alphabet, tout ça. Alors, par contre, hardware, pas terrible du tout. Hein, les vieux Cisco, enfin les vieux, Oui. pas si vieux que ça, mais... On a vu Dell baisser, Voilà, etc. etc. Oui. Donc en fait, si on achète la tech d'une manière générale, on s'en tire. Mais ce qui est encore mieux, c'est de choisir les bons sous-secteurs, les bons segments, et puis carrément faire du bon stock picking. Voilà. Et pour moi, je pense que la tech va continuer de surperformer pour plusieurs raisons. Je l'ai dit, perspective bénéficiaire, momentum de révision bénéficiaire, et puis c'est poussé par des trucs quand même puissants. Ouais. Tous les dispositifs Biden. Chips plus IRA, etc. L'Internet des objets, le métavers, enfin, la numérisation de l'économie américaine et de l'économie mondiale, les perspectives de demande qui sont quand même très très bonnes, les marges qui augmentent. On est quasiment sur du pas loin de 35%. En moyenne pour le secteur de la tech, pour le avec secteur toutes de les la tech, disparités, avec, hard tech, soft, etc. oui. C'est 30% en moyenne. Ah oui, c'est plus de 30%. Et ça continue de monter. Oui. Voilà. Alors que souvent, un certain nombre d'observateurs disaient, ça commence à bien faire, etc. Et la valorisation est très élevée. Alors, dans la tech, elle l'a toujours été, mais là, on est à 28 si on prend le PE Forward un an. Alors, les gens me disent, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et c'est loin des sommets de 2000 encore. Hein. On est loin. Puis d'autres périodes de bulles correspondant à des innovations technologiques. D'ailleurs, on me demande souvent si c'est une bulle. Et nous, on a 10 critères pour qualifier une bulle. Parce que moi, j'ai parlé d'économie de bulle il y a 25 ans. Il y en a combien sur 10 qui matchent ou pas, là? Alors, il y en a quelques-uns quand même, j'imagine, sur 10, oui. On n'est pas sur du plat. Non. On n'est pas sur du plat. Alors, il y a la valorisation absolue, la valorisation relative, la prime de risque, il y a le momentum de cours, il y a les IPO. Enfin, il y a toute une série de facteurs, le momentum macro, le momentum de cours qui est très important dans les bulles, parce que ça s'accélère en fin de cycle. Tout ça, on est à peu près, selon notre indicateur, le Bubble Watch, on est à peu près 64%. D'accord. Donc c'est-à-dire on est à quoi, jaune un peu mûr, voilà, quoi. Ouais, mais attention parce qu'il faut pas le louper parce qu'à la fin. Non. Voilà, à la fin. Ça, combien de fois on l'a raconté? Faut jamais oublier que. Oui. Faut jamais oublier
que entre les 97 et 99 ou entre 98 et 2000, oui. Ça, non, mais il y a beaucoup de gens qui sont ruinés par les éclatements de bulles, mais il faut jamais oublier qu'avant, il y a énormément de gens qui se sont enrichis. Et pas seulement les fondateurs, etc. Des gens qui ont placé leur argent dans ces valeurs. Donc, il ne faut surtout pas la louper. Alors, on me dit qu'il y a une excessive concentration de l'indice sur la tech. Oui, mais c'est pas si excessif que ça. Ce qui était terrible en 98-2000, c'est que quand on prenait le SP500 en équipondéré, on voyait qu'il y avait plus de valeurs qui baissaient que de valeurs qui montaient. Ouais. Et pourtant, l'indice explosait. Là, il y avait danger, en quelque sorte. Là, si tu prends le SP500 hors tech, depuis le début de l'année, il a quand même progressé. Beaucoup moins, évidemment, mais il a quand même progressé. Donc, il n'y a pas une concentration si excessive que ça. Donc, non, je prends plutôt la deuxième option. Oui, j'entends. Rester constructif. Pour l'instant, il faut surveiller quand même, parce que ça peut s'emballer. Quand tu réfléchis au risque, évidemment, alors notamment sur les semi-conducteurs, on est loin encore d'un risque de surcapacité aujourd'hui, tu dis, même au niveau mondial. Oui. Il y a un autre élément qui va favoriser la tech américaine, c'est la baisse des taux réels. D'ailleurs, c'est tout à fait extraordinaire que la tech ait si bien performé en période de hausse des taux nominaux et réels depuis le début de l'année, même si là... Ça montre la puissance de la tendance, quand même. Oui, c'est la puissance de la tendance. Parce que là, ça renverse des éléments clés. Et c'est pour ça que les stratégies growth ont quand même mieux marché que les stratégies value. Donc, je pense que non, on n'est pas encore en phase de sommet, on va dire. Voilà. Les frictions politiques, géopolitiques ont eu très peu d'impact à ce stade. Il y a des acteurs qui sont passés quand même par la casse-prison, entre guillemets. Enfin, Huawei, à un moment, a été quand même complètement annihilé du marché sous l'époque Trump, etc. Puis ça repart ensuite. Oui, on a toujours parlé aussi du risque de régulation, du fait de la monopolisation d'un certain nombre d'activités, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais j'ai envie de dire que ça les protège, ça. Parce que la bataille technologique entre la Chine et les États-Unis est si forte qu'on ne peut pas affaiblir le secteur américain. Voilà. Et je crois que les Chinois, il y a eu deux événements. C'était effectivement, l'initiative CHIPS de Biden et ChatGPT. Je pense qu'ils ont compris, mais ils vont pas lâcher le morceau. Mais je pense qu'ils ont compris que pour la tech haut de gamme, ça risque d'être perdu. Mais ils vont conserver le bas de gamme et le moyen de gamme. Le niveau technologique de l'économie chinoise, c'est considérablement amélioré. Mais je pense que sur la partie haut de gamme, ça va être un peu plus compliqué pour eux. Bon, sur le délire, alors la Gensanity et les GPU de Nvidia, c'était un calcul, peut-être un petit calcul de coin de table, mais quand même fait par les partenaires de Sequoia Capital qui se connaissent en venture capital. Il y a eu 50 milliards de dollars d'achat de GPU Nvidia l'an dernier. Quand ils font les maths de l'IA, comme ils disent chez Sequoia, ils vont regarder ce qui a vraiment été créé comme revenu supplémentaire par les startups de l'IA qui utilisent ces GPU dans les data centers, etc. C'est à peine quelques milliards pour l'instant. Alors, on est au début, mais on est loin du break-even de l'IA aujourd'hui pour ceux qui dépensent des fortunes pour s'équiper en GPU. Oui, mais c'est un pari. Il y en a eu des quantités de paris dans l'histoire. Je pense que les paris les plus dangereux, c'est sur les boîtes, en fait. Mais sur la dynamique d'ensemble, voilà. Et après, ça se diffuse chez les utilisateurs. Donc, parce que c'est vecteur de gain de productivité, c'est moins qu'on puisse dire. Ça. Enfin, je veux dire, il est même probable qu'au niveau de la macroéconomie américaine, ça change. Il y a déjà, alors on a eu plusieurs chiffres, des bons, et là le premier trimestre est moins bon, mais il est plausible de penser, parce qu'on n'arrive pas à le démontrer quantitativement, il est plausible de montrer que la hausse des gains de productivité est due, au moins en partie, aux investissements qui sont réalisés depuis des années dans ce domaine-là. Et à une pénétration, un début de pénétration aussi des innovations, de la numérisation sur le reste de l'économie. Voilà. Bon, dans l'actualité du prochain semestre, là, effectivement, c'est l'idée aussi d'évoquer un peu tous les enjeux de marché au global, au-delà de la tech. Jean-Pierre, tu es toujours convaincu que Trump a toutes les cartes en main, ou en tout cas que les planètes sont alignées pour une nouvelle élection de Donald Trump le 5 novembre. On est à 5 mois de l'élection, il peut se passer des choses. J'entends. Mais si je devais prendre un pari aujourd'hui, je dirais que c'est Trump. Pourquoi ? Parce que d'abord... Malgré les Biden... malgré quand même les résultats économiques affichés, et que pourra afficher Joe Biden à l'issue de son mandat. Malgré cela. Alors, Trump avait aussi un bon bilan. D'ailleurs, on a fait le bilan hors Covid, parce que Covid, ni Biden ni Trump n'en étaient responsables. Donc, on a neutralisé Covid. On a fait le bilan de Trump et Biden, j'ai envie de dire, c'est à peu près match nul. En termes de croissance, création d'emplois, investissement tech, justement, productivité, taux de chômage, une batterie d'indicateurs, c'est à peu près match nul. Par contre, les deux surperforment nettement les deux mandats d'Obama, par exemple. Voilà. Mais c'est pas ça qui va faire là. C'est plusieurs choses. D'abord,
Je crois que Trump répond à un certain nombre de frustrations d'une grande partie de l'électorat américain. L'indifférence des partis politiques, des deux grands partis politiques à l'égard de la désindustrialisation, l'immigration non contrôlée, avec je parle pas au niveau macro, l'impact macro, je parle plutôt de l'impact sur les narcotrafics ou des machins comme ça va le marcher. Les initiatives, les aventures extérieures qui ont tout échoué, il faut bien le reconnaître, Irak, Afghanistan, Syrie, donc qui c'est qui est le plus isolationniste là-dedans? C'est plutôt ça Trump. reste les mêmes drivers que 2016, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, et puis Trump correspond quand même à la transformation du monde. C'est un type qui joue sur le transactionnel, sur la puissance, le rapport de force. Le transactionnel, oui. Ah ben, oui, bien sûr. Oui. Les institutions multilatérales, le gré à gré, quoi. Ils s'en foutent complètement. C'est l'économie de c'est du gré à gré, oui. On dit économie de guerre, c'est un peu exagéré, mais enfin, économie de conflictualité. Ouais. Et lui, il correspond parfaitement à ce monde-là. Alors pourquoi Biden va perdre, à mon avis, en l'état actuel des choses? Il est jugé trop vieux tout simplement par les électeurs américains, y compris les électeurs démocrates. Alors, il y a 3 ans et demi d'écart entre les deux, donc c'est pas beaucoup, mais n'empêche, il y en a un qui... L'image renvoyée n'est pas la même. Qui tient debout pendant 2 heures à raconter ce qu'il a envie de raconter, mais l'autre qui serre la main dans le vide à la fin de son discours, c'est pas terrible quand même pour le job le plus puissant du monde. Enfin, pour le président américain, c'est l'homme le plus puissant du monde quand même. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention à ça. On voit dans les sondages qu'au niveau fédéral, en fait, pour se baquer dans les 6 États clés, il faut que les démocrates aient 6 à 7 points d'avance au niveau fédéral. Et là, il est en retard. Oui. J'ai pas regardé les dernièrement, mais il a -1, -2. Donc ça paraît quand même très, très, très difficile. Puis un autre élément qui est un peu négligé en Europe, c'est que Kennedy, le fils de Robert Kennedy, fait 11-12 dans les sondages quand même fédéraux. Oui, bien sûr. Et il mord. Ouais, il mord un peu. Lui, on ne sait pas quelles sont ses convictions. Il va un peu à droite, à gauche. Mais il mord un peu, quoi. Oui, il mord un peu plus sur l'électorat de Biden que sur l'électorat de Trump. Donc ça fait un handicap supplémentaire. Il ne faut pas oublier que Ralph Nader, en 2000, l'écologiste de gauche américaine, avait piqué un petit peu sur Al Gore. Et au total, il s'était... Et dans l'autre sens, à droite, Ross Perot, en 92, avait pris sur senior. Donc c'est jamais important. Sous-estimer l'impact du 3e homme de ces élections américaines dans ce format quand même toujours très, très bipartite. Qu'est-ce que ça change si c'est Trump et notamment, tiens, puisqu'on parle aujourd'hui 6 juin 44, 6 juin 2024, c'était le jour de la Banque Centrale Européenne notamment, mais 5 novembre, si c'est Trump, avec un programme qui ne sera pas surprenant, qui est déjà écrit d'une certaine manière, ça change quoi pour Jérôme Powell ? Qui a déjà du mal à délivrer une première baisse de taux là aujourd'hui. Ouais, faut pas exagérer là-dessus. Bon, il lui mettra la pression, mais à la limite, moi ça me choque pas. Les banques centrales indépendantes ne sont pas des tours d'ivoire. Il doit pouvoir y avoir un dialogue démocratique avec une institution qui ne se situe pas en dehors du champ de la démocratie. Et d'ailleurs, j'aurais aimé, sur la pression que Trump pourrait lui mettre via Twitter ou autre, ou j'en sais, ou en direct au téléphone, je sais pas. Mais c'est plus au regard du policy mix que pourrait être la politique budgétaire de Trump à partir du 5 novembre. Ah oui, c'est plus dans le contexte du policy mix généré par une nouvelle élection de Donald Trump. Et puis la pression, évidemment, que Trump pourrait lui mettre... Ah ça, il faut s'attendre. Parce que Trump va lui mettre la pression pour baisser les taux. Ah ben bien sûr, oui, bien sûr. Ça, mais encore une fois, moi, sur le principe, ça ne me choque pas. Il avait raison en 2018 lorsqu'il l'a critiqué. Parce que la preuve, c'est qu'il y a eu des baisses de taux en 2019 et qui n'ont pas généré d'inflation. Un revirement en 15 jours. Voilà, un revirement en 15 jours. Moi, j'aurais adoré que des politiques français ou européens cognent sur Trichet lorsqu'il gouvernait la BCE. Quand on voit les déclarations... Ils l'ont fait, mais après, quoi. Ils l'ont fait, mais après c'est trop tard. Ouais. Voilà. Cogne, quand je dis cogne, critique et propose d'autres solutions, parce que c'était assez catastrophique quand même, cette politique monétaire au début des années 2010, en pleine crise de la dette souveraine. Et j'aimerais aussi avoir une dirigeante de banque centrale ayant un petit peu plus de vision, de charisme, d'audace. Je parle de Christine Lagarde. Christine Lagarde, c'est quand même, je m'excuse, mais vraiment très bonne en termes de communication sur la forme. Mais sur le fond, il n'y a pas grand-chose quand même. Enfin, les investisseurs, ils peuvent regarder au-delà de ça. Oui, Jean-Pierre, pour le débat public, mainstream, d'accord, c'est peut-être important l'image que aujourd'hui la présidente de la Banque Centrale renvoie, mais pour des investisseurs à commencer obligataires... Oui, mais j'aimerais là, tu vois, plutôt que de reprendre des discours un petit peu allemands, là, j'aurais aimé de sa part plus d'audace quand même. Tout ça parce que
l'inflation n'est toujours pas à 2%. Enfin, c'est une approche comptable complètement anachronique. On a des enjeux majeurs pour l'Europe des prochaines décennies. On a la transition numérique, la transition énergétique. Ah bah oui. Il va falloir reconstruire l'Ukraine. Il va falloir continuer à se battre en Ukraine pendant je ne sais pas combien de temps. On a les dépenses du vieillissement. Enfin, je veux dire, il faut quand même un minimum de vision politique quand même. Oui, elle fait avec 26 personnes autour de la Oui, table. mais Draghi Ah, a oui. réussi. Ah bah oui, mais pourquoi il est Il imposait l'agenda. Ben voilà, mais pourquoi il est si populaire aujourd'hui, Draghi? Parce qu'il a réussi. C'est un dirigeant politique, c'est-à-dire le meilleur dirigeant politique européen, à mon avis, depuis 30 ans. C'est pour ça qu'il ne sera pas nommé président de la Commission européenne. Il ferait trop d'ombre aux autres. Oui, mais c'est ça. Ça fait partie. C'est comme ça qu'on me l'a dit. Hein. Ça fait partie de la tristesse qu'on peut avoir à propos de la gouvernance Bon, européenne. quand même, on a baissé les taux. Il ne nous reste même pas une minute. On a baissé les taux une fois. Bon, évidemment, pour l'instant, alors avec toute la prudence et la retenue exprimée par Christine Lagarde, mais rendez-vous en septembre avec de nouvelles projections. Là, ils ont relevé un peu les prévisions d'inflation, mais c'est possible qu'ils les rebaissent peut-être dès le mois de septembre. Absolument. Le rythme peut s'accélérer ensuite en 25. Oui, je pense. Enfin, s'accélérer. Oui. On peut espérer 75 points de base cette année, parce que faut dire que la conjoncture, quand même, est un peu plus favorable. Là, je parle pas de l'inflation, hein, Non. parce que l'inflation, elle est à 2,5 plus, on Oui. va dire. Hein, voilà, 2,5 plus. Et c'est quoi, c'est 0,8 de croissance cette année en zone euro qui Mais ferait je suis à repartir 0,9. l'inflation 0,9, ça ferait repartir l'inflation. Non. Non. Donc alors Non, mais le cycle dans les fonctions de réaction des banques centrales, en particulier d'une banque centrale traditionnelle comme la BCE, ça joue un petit peu, à la marge. Ça donne un peu moins de grain à moudre aux pays d'Europe du Nord, on va dire ça comme ça, même s'ils vont très mal. Quand on regarde aujourd'hui la situation conjoncturelle. Non, je pense que les 75 points de base seront là, parce que les anticipations d'inflation baissent, parce que quand même les gains de productivité vont un peu remonter. Il faut dire qu'ils étaient tellement bas. au moins cycliquement, quoi. Oui. Cycliquement, donc ça va limiter les coûts salariaux unitaires, l'emploi décélère un petit peu, voilà, les créations, les augmentations de salaire vont décélérer, donc tout ça va permettre. Puis de toute façon, après les taux courts, c'est important, mais ce qui compte le plus, c'est quand même les taux longs. Et les taux longs sont aussi déterminés par les taux longs américains. Et donc la bonne nouvelle des derniers jours, c'est un peu le soft landing qu'on a au T2 aux États-Unis, qui permet quand même d'envisager un mouvement graduel de baisse des taux longs. Avec une confirmation effectivement quand même que le marché de l'emploi, le marché du travail américain se détend, se rééquilibre. On l'a vu avec les dernières données cette semaine et on verra si on a la confirmation demain avec le rapport mensuel sur l'emploi américain. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre Petit qui venait nous voir, le président des Cahiers Verts de l'économie dans Smart Bourse sur Bismart.